Aujourd'hui, on est sur la contractualisation de l'agilité avec des enjeux, des pièges et des bonnes pratiques contractuelles. Moi, je viens vous parler du contrat, puisque c'est mon métier. Et mon métier, c'est de vulgariser finalement le droit pour le monde informatique et également de m'approprier les terminologies du monde informatique pour le mettre dans le contrat. Ce qui fait qu'en fait, dans la méthode agile, eh bien, on a énormément d'acronymes, énormément de terminologies qui sont induites par la dite méthode. Je dis la méthode, en réalité, ce sont les méthodes. Il y a autant de méthodes que quasiment éditeurs ou fournisseurs de solutions. Chacun a un peu interprété, un peu personnalisé sa méthode. Bon, là, je vais parler de la Scrum parce que c'est la, j'allais dire, celle qui est assez répandue. Mais le sujet est que dans la méthode agile, on peut faire beaucoup de choses. Donc, le contrat peut prévoir beaucoup de choses. Donc, j'ai découpé cette petite formation en 4 parties. D'abord, le choix de la méthode. Ensuite, le cadre de cette méthode, l'exécution et puis la fin finalement du projet en se disant est-ce qu'on peut ou pas résilier un projet dirigé par la méthode agile. D'abord, la méthode agile, pourquoi plus spécifiquement une méthode agile alors que versus la méthode traditionnelle en V. Donc il y a eu quelques années, déjà plusieurs décennies, une réaction à la méthode en V en raison finalement de son absence de mode collaboratif et également de son effet tunnel, avec un constat que les projets informatiques pouvaient amener à des échecs et les échecs étaient assez nombreux. Donc cette méthode est née de la pratique, comme beaucoup de choses dans le domaine de l'informatique. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate sur 5 items que j'ai relevés des différences. Dans la méthode traditionnelle, en termes d'engagement, on va partir d'un cahier des charges et puis après une phase de conception, une phase de réalisation, une phase de test, une phase de mise en production. Dans le cadre de la méthode agile, on est plutôt sur un MVP, sur, j'allais dire, un produit fini rapidement qui peut être présenté à des utilisateurs à partir de ce qu'on appelle un backlog product qui, on verra, sera une liste de cas d'usage cibles et non pas figés. Qui vont pouvoir évoluer en fonction des besoins et qui vont pouvoir faire l'objet de troc, on va voir. Le pilotage de la méthode, eh bien, il est en fait assez différenciant dans le sens où dans le pilotage d'un projet traditionnel, c'est le cahier des charges, j'allais dire presque que le cahier des charges, puis les spécifications fonctionnelles détaillées, les spécifications fonctionnelles techniques validées, etc. etc. Alors que le pilotage d'une méthode agile, c'est plutôt un pilotage par les besoins du client et une façon de les affiner au fur et à mesure de la gestion du projet. Le périmètre, a priori, sur une méthode traditionnelle, classique, en V, il est fixe. On a défini un cahier des charges, on va réaliser le cahier des charges. Au bout de 18 mois, j'allais dire, vérifiera la preuve de ce cahier des charges et des spécifications fonctionnelles détaillées. Alors que dans la méthode agile, on va être sur un périmètre qui peut être variable, qui doit être variable. Les prix, les délais, pareil. A priori, les prix sont fixes sur un projet en V. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont fixes? Très généralement, on est plutôt sur des projets au forfait, voire des projets où on a des bouts de régie. Mais j'allais dire, on s'engage en tant que client
et en tant que prestataire sur des montants qui sont déterminés. Ce qui fait que si on doit résilier le contrat, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a une attente d'avoir, j'allais dire, un budget, enfin un certain nombre un prix à l'arrivée. Alors que dans le cadre agile, c'est ajustable. Et puis la gouvernance, en fait, on est souvent sur une MOE, une maîtrise d'œuvre assurée par le prestataire dans la méthode agile, alors qu'on est sur du collaboratif en méthode Scrum. Donc, choisir l'agilité, ça n'impose pas que, ou ça n'implique pas plus exactement, que le prestataire se dégage de son obligation de conseil. La problématique des méthodes agiles, c'est que parfois, on part dans cette méthode sans véritablement comprendre les subtilités et c'est même en comprendre, notamment du côté utilisateur, l'impact en termes d'appropriation de la méthode avant même de parler produit. Donc, l'importance de la collaboration, elle se fait dès le début. Axel le disait tout à l'heure, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont travaillé sur leur projet avec FreePro, mais en tout état de cause, cette notion de collaboration est, j'allais dire, beaucoup plus prégnante dans une méthode agile que dans une méthode classique. Les ressources côté client, il ne faut absolument pas les minimiser parce qu'en fait, comme qui dit collaboration, dit aussi disponibilité des équipes métiers, des équipes techniques également. Et cette collaboration, il faut bien l'anticiper vous n'allez pas être le donneur d'ordre de votre prestataire, vous allez participer avec le prestataire. Et puis, les KPI, on peut aussi les évaluer des deux côtés, côté client comme côté prestataire. Donc, dans cette méthode, on voit qu'il y a des intervenants avec des répartitions de rôles, le Product Owner qui est finalement du côté client, le Scrum Master côté prestataire, des équipes de développement côté prestataire, et puis derrière le Product Owner, on a généralement l'équipe des utilisateurs clés, le Product Owner faisant tampon entre les utilisateurs clés et l'équipe de développement. La documentation est également extrêmement importante. C'est un peu le parent pauvre des méthodes agiles. C'est qu'en fait, on va itérer des sprints, pardon, et en itérant ces sprints, on va oublier de rédiger les spécifications détaillées, parce qu'il nous en faudra quand même à la fin, et également la documentation technique. Donc, il y a très souvent, en fait, une espèce d'attente à ce niveau-là qui n'est pas réalisée. Et à la fin du projet, on a brûlé tout le budget. On se rend compte qu'il manque justement de cette documentation. La gouvernance, j'allais dire, du projet en tant que tel, il y a des itérations ou des sprints en fonction de la terminologie. On a une charte, la charte de départ qu'on va brûler, la burden chart, où on fera du troc, et c'est cette notion-là qui est vraiment, j'allais dire, intéressante dans les projets agiles. Des planifications de sprint, des mêlées quotidiennes, des revues de sprint. Toute cette terminologie, il faut se l'approprier, il faut la connaître pour pouvoir, j'allais dire, gérer son projet. La question du forfait ou de la régie, c'est pas un enjeu en tant que tel dans le projet, dans le sens où les projets agiles peuvent être au forfait, ils peuvent être en régie. La question est plutôt comment est-ce qu'on va finalement brûler, utiliser le budget au regard des use cases de départ, de la liste des use cases de départ que l'on a imaginé dans sa cible à atteindre. Et en fait, la question essentielle de cette méthodologie, c'est le troc. Le troc, c'est comment on accepte d'avoir une vision cible et non pas une vision fine du produit qu'on veut réaliser.
comment est-ce que la connaissance métier du client va être divulguée et restituée au prestataire pour qu'il se l'approprie le mieux possible, et comment, en cas de changement de besoin, eh bien, on troque. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, ce use case-là, dont on n'avait pas mesuré la profondeur ou la complexité au moment de la rédaction du document de départ, eh bien, il va falloir accepter de réduire le besoin et de troquer, j'allais dire, le prix associé au use case, puisqu'on aura identifié quel est le prix par use case, ce qui va permettre justement de faire ce troc, pour pouvoir finalement aboutir à un produit qui est visible par les utilisateurs, sans que ce soit le produit qui aurait pu être le plus proche du besoin de la direction de projet. Donc, dans le cadre du prix forfaitaire et de l'évolution, eh bien, il y a beaucoup, mais un peu comme dans tout projet informatique, de raisons pour faire évoluer un prix. Le besoin a été mal identifié dans le use case, la profondeur du besoin n'a pas été identifiée, la complexité technique n'a pas été identifiée, le client, l'utilisateur côté derrière le product owner veut absolument obtenir ces dashboards de la façon qu'il avait l'habitude d'avoir, etc., etc. Donc en fait, l'enjeu est vraiment toujours entre prix et évolution. Le planning, bien évidemment, on ne va pas s'exonérer de ce qu'est un planning et des jalons. Les jalons sont souvent cadencés par des sprints. Et c'est ça, en fait, l'intérêt d'un projet comme celui-là, c'est qu'on ne va pas attendre 18 mois ou j'allais dire, la fin des spécifications fonctionnelles détaillées ou des spécifications fonctionnelles techniques pour se dire « ça ne va pas ». De même, on ne va pas chevaucher, comme c'est souvent le cas, les développements avant même d'avoir fini les spécifications. En réalité, tout va se passer dans un laps de temps, c'est presque un découpage du temps où on va en fait avoir toute l'activité d'un projet dans des temps courts. Donc, on a au départ non seulement en fait les use cases, mais également le découpage en sprint et la façon dont on passe finalement d'un sprint à un autre. On me pose souvent la question de savoir si on peut avoir un engagement de résultat sur des projets agiles. Alors, ce n'est pas totalement antinomique, mais il faut savoir qu'un engagement de résultat, ça signifie que le prestataire peut seul réaliser le résultat qui est attendu. Ce qui fait que peut-être sur quelques poches finalement de bout de projet, on peut obtenir un engagement de résultat. Par exemple, sur la documentation, que la documentation qui sera remise reflète bien, j'allais dire, la description de l'architecture technique. Mais il faut que ce soit des bouts du projet où le prestataire n'a pas besoin de l'équipe client. Ce qui, comme on vient de le voir, est un peu antinomique. Parce que l'obligation de résultat, c'est quoi? C'est l'obligation qu'a le prestataire de délivrer un résultat indépendamment finalement de l'activité du client ou du besoin client. C'est l'homme de l'art qui, seul, est capable de délivrer un résultat. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que si le résultat n'est pas au rendez-vous, c'est au prestataire de démontrer pourquoi est-ce qu'il n'est pas au rendez-vous et non pas au client d'en faire la preuve. Donc c'est intéressant juridiquement parlant, cette obligation de résultat, mais l'obligation de résultat n'est pas un engagement de résultat. Très souvent, en fait, il y a une confusion entre les deux. Vraiment, l'obligation de résultat, encore une fois, c'est un terme très juridique.
L'exécution, une fois qu'on a cadré, qu'on a notre méthode, qu'on a cadré la méthode, il faut exécuter. Il faut savoir qu'en droit français, non seulement le contrat est important, il est important parce qu'il doit traduire l'engagement du client et du prestataire, mais ce n'est pas parce que vous avez rédigé un contrat et négocié pied à pied un contrat que si vous ne l'exécutez pas dans les termes du dit contrat, eh bien, j'allais dire, cette exécution sera en dissonance par rapport au terme du contrat, et si un juge devait être saisi, ce qu'il va vérifier, c'est comment est-ce qu'il a été exécuté. Donc en fait, l'exécution d'un contrat et d'un projet agile est également déterminant. Si vous contractualisez sur une méthode agile, mais que finalement vous exécutez un projet en V, bien quelque part, j'allais dire, ça aura eu aucun intérêt d'avoir contractualisé en méthode agile. On va vérifier la façon dont le projet a été exécuté. Donc, le pilotage, on l'a vu, c'est vraiment, excusez-moi, par rapport aux besoins. On pilote la méthode agile par rapport aux besoins. Donc, on va suivre et prioriser le backlog et on va brûler le prix et les complexités qu'on avait associées à chaque cas d'usage au fur et à mesure, j'allais dire, des sprints. Et puis, le pilotage, comme dans tout projet, il va se faire par rapport au coût délai fixé et avec pour objectif de délivrer une solution qui soit visible à la fin de chaque sprint par les utilisateurs pour que ces utilisateurs n'attendent pas encore une fois 18 mois pour s'approprier le sujet, mais vraiment que les utilisateurs voient le résultat de ce qui est produit. Donc, cette collaboration doit se formaliser avec un suivi des use cases, la priorisation des use cases dans le backlog, la validation des spécifications fonctionnelles qui doivent également, au fur et à mesure de chaque sprint, être bien prévues. Et on réalise des tests, c'est-à-dire que les tests, on ne les renvoie pas non plus à la fin de la période d'exécution. On va faire des tests à chaque fois, à chaque fin de backlog, de sprint, pour bien valider que le sprint qui a été présenté est conforme aux attentes de l'utilisateur. On va également avoir un formalisme, il peut y avoir des copiles. C'est peut-être un peu, j'allais dire, redondant, puisqu'on veut éviter justement ce type de relation. Mais on va devoir et pouvoir visualiser le reste à faire très rapidement à la fin de chaque sprint qui devrait, alors bon, après c'est bien évidemment, là je vous donne une généralité, le sprint étant dans des méthodes Scrum identifiées sur des délais de planification à peu près de 3 semaines. Formaliser les difficultés, suivre les risques, comme dans tout projet informatique. Il y a également un besoin de pilotage des besoins avec la revue d'un sprint. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des tests qui sont itératifs et incrémentaux. Et à la fin de l'ensemble des sprints, imagine qu'on soit parti sur 6 sprints, eh bien, il reste quand même à faire un test global de bout en bout avant de mettre en production. Parce qu'une fois que vous avez mis en production, en termes juridiques et judiciaires, le client ne peut plus, j'allais dire, contester les sommes qu'il a payées. Il ne pourra finalement faire la preuve que en run, ça ne fonctionne pas. Mais pour la partie du build, eh bien, il aura payé et on ne pourra plus lui réclamer. Les juges seront extrêmement réticents à rembourser les sommes qui ont été payées. Donc, il y a une stratégie d'atterrissage
comme je viens de le dire, avant de mettre en production. Et ce qu'il y a d'intéressant, et je passe tout de suite à la slide suivante, c'est que l'intérêt d'une méthode agile, c'est de se dire on peut arrêter beaucoup plus rapidement sans passer par une résiliation pour faute. Bien évidemment, tout ça, il faut le prévoir dans le contrat. Le contrat, encore une fois, c'est la formalisation des accords qui sont passés. Donc, on pourrait imaginer une résiliation à la fin de la phase de lancement. On se rend compte que finalement, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la valeur d'un use case, la somme des use cases, j'allais dire la définition également ou la complexité. Ça peut être également à la fin d'un sprint ou d'un lot de sprint. Et puis, évidemment, vous avez toujours la possibilité de résilier pour faute. Mais ce qui serait intéressant dans ces contrats, c'est de dire quelle est la faute. On préqualifie la faute pour éviter de se dire on laisse 30 jours au prestataire pour finalement se mettre corriger finalement son erreur, parce que ça n'a pas tellement de sens de dire dans une méthode sprint, on vous laisse 30 jours pour corriger vos erreurs, la méthodologie continue à se poursuivre, on ne peut pas mettre en hold le projet. Donc en fait, c'est de dire préalablement dans le contrat, voilà quelles sont les fautes qui en fait amèneront à une résiliation. Cette résiliation, en fait, encore une fois, c'est pour ne pas avoir brûlé la totalité de son budget et essayer de réduire finalement les conséquences négatives d'un projet agile qui se serait mal passé. Bon, tout ça a été dit très rapidement. Donc, si vous avez des questions, bien évidemment, Julien est là pour donner la parole. Donner la parole. Merci beaucoup Anne-Sophie Poggi pour ce workshop formation sur le thème comment contractualiser un projet agile. Je sais que c'est très condensé par rapport au workshop, mais voilà, ça peut donner aussi envie au DSI de pouvoir échanger avec vous.